Ce soir-là, qui était un samedi, ils étaient les 5 à faire du bois dans la forêt de Cluse, une grande forêt plantée de hêtres qui se trouve à une bonne demi-heure du village. Un ruisseau y coule qu'on nomme le Rue, et à mesure qu'il avance, il s'est davantage enfoncé dans l'épaisseur des couches de molasse qui font le sous-sol du pays. Un des bords du ravin, celui qui est boisé, est beaucoup plus élevé que l'autre, en sorte que la forêt dégringole là brusquement. Partout ailleurs, elle est seulement très enchevêtrée. C'est une suite de troncs serrés, avec par-ci par-là des ronces et des taillis. C'est une profondeur obscure, sans nul chemin que ceux que creusent en profondes ornières dans la terre amollie les gros chars à sortir le bois. Ils étaient donc là, en plein milieu de la forêt, et comme le jour baissait, ils posèrent leurs haches et remirent leurs vestes, se préparant à s'en aller. Seul le grand Favre, qui était en train d'ébrancher un chêne abattu dans l'après-midi, n'avait pas cessé son travail. Et comme les autres l'appelaient, il leur cria « Allez toujours, encore 2 ou 3 coups et je vous rejoins !» Alors, le laissant là, les autres s'en allèrent. C'était un grand, gros homme aux épaules carrées, ce Favre, avec une moustache rousse qui tombait. On racontait qu'il avait fait mourir sa femme à force de mauvais traitements. Mais cela, quand même on en était sûr, personne n'eût osé le dire tout haut. On le chuchotait seulement à l'oreille. C'est qu'on avait peur du grand Favre, à cause de la pesanteur et de la dureté de ses poings. Quand sa femme était morte de toutes les misères qu'il lui avait faites, il y en avait qui s'étaient détournés de lui. Et lui, il était allé à eux, et il leur avait dit « Qu'est-ce que vous avez que vous me saluez plus ?» Ils avaient baissé la tête, ils avaient dit « On n'a rien contre toi, allez viens-tu boire un verre ?» Ainsi, le grand Favre était devenu le maître du pays, et déjà avant il en était le maître, mais il l'avait été encore plus qu'avant, n'en faisant plus qu'à son idée. Sa pauvre femme était au cimetière, lui vivait tranquille, buvant à sa soif, mangeant à sa faim, et il allait la tête haute. Il disait quelquefois « Ils ne me peuvent rien ». Qui était-ce, il? On savait pas, mais à la façon dont Favre disait cela, on comprenait qu'il entendait par là encore plus qu'il y avait dans ses paroles. Ce soir-là, dans la forêt, il levait la hache, la battant de toutes ses forces contre les durs nœuds du chêne. Ainsi, il était allé depuis le haut de l'arbre au bas, où il ne restait plus que les maîtresses branches, et à mesure qu'elles étaient tranchées, les dégageant de dessous le tronc fracassé, le grand Favre les portait au tas qui s'élevait rapidement. Et il mettait à cette tâche un esprit de vanité qui était bien dans sa nature à faire sa besogne seule et à ne pas l'abandonner avant qu'elle fût terminée. C'était un triste soir du commencement de novembre, quand il n'y a pas encore de neige, mais que le ciel est gris comme pour la neige. Il souffle un grand vent qui emporte des arbres les dernières feuilles qui restent, et ceux dont les vergers sont nus, et ceux des bois aussi. Il souffle un grand vent, plus de petits oiseaux, tous emportés avec les feuilles, rien que des vols de corbeaux, en mouvant points noirs sur le ciel, se déplaçant l'un devant l'autre, et faisant ensemble un petit nuage qui tourne haut dans l'air et s'abaisse, et s'abat, puis remonte soudain, avec de grands cris tristes. Quand les 4 hommes arrivèrent au village, il faisait tout à fait nuit. Pourtant, point de grand Favre. Mais ils ne s'en inquiétèrent point, pensant qu'ils s'étaient attardés, et chacun rentra chez soi. Le lendemain non plus, pas de grand Favre. Comme c'était un dimanche, personne n'alla au bois, alors ce fut seulement le lundi matin. Lamblay, qui marchait en tête, leva tout à coup le bras,
faisant signe aux autres d'accourir, puis, comme ils approchaient, il leur montra quelque chose par terre. C'était une flaque de sang à côté du chêne ébranché. Une hache était là, le manche pris dans ce sang qui avait déjà séché. Les 4 hommes reconnurent tout de suite la hache. C'était celle du grand Favre. À l'endroit où on déposait les paniers à provisions, il y avait aussi une traînée de sang. Plus de paniers d'ailleurs, et de vestes pas davantage. Seulement, on avait dû s'arrêter là un moment et s'asseoir, comme on le voyait aux feuilles foulées. Et il y avait de nouveau une flaque de sang. Puis ce ne fut plus que des gouttes, tantôt rapprochées, tantôt espacées, et à certaines places elles manquaient tout à fait, en sorte qu'elles étaient difficiles à suivre. Mais ils s'y étaient mis les 4, marchant de front à 5 ou 6 pas de distance, s'arrêtant parfois, faisant cercle, puis élargissant peu à peu le cercle, jusqu'à ce que l'un ou l'autre criât « Par ici !» et ils se réunissaient de nouveau. Car à présent, ils avaient compris, et ils n'avaient plus qu'à aller ainsi, sachant bien à quoi ils aboutiraient. Dans combien de temps on ne pouvait le dire exactement, mais il n'y a pas beaucoup de sang dans un homme. Et ils pensaient, avec ce qu'il y en a là-bas et tout ce qu'il y en a déjà perdu en route, doit plus être bien loin. C'est ainsi que l'histoire de cette mort fut d'abord écrite en lettres rouges sur la terre noire du bois. On devine ce que c'est que la nuit dans la forêt sous un ciel voilé de novembre, quand aucune étoile ne s'allume au ciel, ni aucune lueur de lune, une absolue épaisseur noire où on ne voit même pas les 2 mains comptant devant soi. Il fallait que le grand Favre se fût traîné. Il fallait qu'une de ses jambes eût traîné derrière lui, aux traces qu'elles avaient laissées partout où la terre était à nu. Il fallait que le grand Favre se fût avancé seulement sur une jambe, en s'aidant des mains. D'abord il avait fait encore un petit peu jour, et Favre avait pu avancer à peu près dans la bonne direction. Puis la nuit était venue, et il s'était mis à tourner en rond. Les 4 hommes étaient arrivés maintenant à un endroit broussailleux, aux basses ronces traînantes, de celles qui ne perdent pas leurs feuilles l'hiver, et trouvèrent là d'abord le panier à provisions qu'on avait jeté. Il y avait à côté une bouteille vide et un restant de pain. Plus loin, ils trouvèrent le chapeau, puis un bandage tout noirci et durci de sang. Et là, la broussaille était entièrement foulée, avec pendant aux ronces des lambeaux de chemise. Le grand Favre avait dû tomber. Il s'était relevé. Il avait dû là aussi tourner en rond longtemps. Et il y avait partout des traînées de sang, de plus en plus abondantes, à cause sans doute du bandage qui s'était défait. Et ces ronds sont des longues épines aiguës. On pensait qu'il fallait que Favre se fût traîné là-dedans avec ses mains. On pensait à cette jambe qu'il avait traînée là-dedans et qui avait dû se prendre et se déchirer là-dedans. Au prix de quels efforts Favre était-il sorti de là? Mais il était sorti de là. Venait de nouveau le sous-bois, libre et bien ouvert, rien qu'avec son tapis de feuilles. Et le grand Favre, il avait dû avancer avec moins de peine. Cependant, les taches de sang devenaient de plus en plus fréquentes, et il avait dû de plus en plus fréquemment s'arrêter, de fatigue sans doute, et d'épuisement, et sa jambe brisée avait de plus en plus traîné, car la trace qu'elle laissait était à présent marquée de façon continue. Les 4 hommes allèrent encore un bout, et là-bas vint le ravin. De jour, on ne le voit que quand on est au bord. La nuit, rien ne fait prévoir son approche.
Le sol qui va à plat tout à coup se dérobe, le trou se creuse sous le pied quand il est trop tard pour le retirer. La pente n'est pas tout de suite si raide que quelqu'un qui ait ses 2 jambes ne puisse facilement s'en sortir. Mais avec rien qu'une jambe, mais avec cette blessure, les 4 hommes suivaient toujours patiemment les traces. Et il semblait tout à coup qu'elles eussent voulu, ces traces, éviter le trou ouvert là, car elles en longeaient un moment le bord, mais sans doute n'était-ce que par hasard, car quelques pas plus loin, à un des endroits les plus escarpés, il y avait comme une entaille faite avec le talon dans le sol friable. Favre, sûrement, était tombé sur le dos ou en avant. Il avait glissé dans la terre glaise, et de cette glissade, la terre avait gardé une espèce de luisant bleuâtre. Un peu plus bas venait un replat, un petit palier. Favre s'était arrêté là. Il avait cherché à remonter. Le son, toujours ce son, et puis à présent des marques de mains dans la terre molle et grasse. Des marques de mains étaient restées parfaitement marquées, avec jusqu'au trou des 5 doigts. Et ses mains, Favre avait dû les étendre devant lui. Il les avait posées à plat contre la pente. Il les avait enfoncées dans la pente. Puis à la force des bras, il avait essayé de se tirer en haut. Mais inutilement, car on voyait aux traces qu'il avait glissé en arrière. Il n'avait plus glissé, il avait roulé. Là vient une première petite paroi de molasse, et dessous, un talus couvert de hautes prêles. C'était là seulement qu'il avait pu se raccrocher. Ah, lorsqu'ils virent cette place, quand même ils n'étaient pas tendres de cœur, les 4 hommes ne purent pas s'empêcher de pâlir. Toutes les prêles étaient arrachées. Sur ce raide talus, il fallait croire que Favre avait glissé et qu'il n'avait plus cherché qu'à s'empêcher de glisser. Il s'était accroché à ses prêles à pleine poignée, et par pleine poignée, elles avaient cédé. Il y avait eu probablement un grand cri. À 3 mètres plus bas coule le ruisseau. La dernière paroi est tout à fait à pic et l'eau coule tout contre dans une espèce de canal qu'elle s'est creusée dans la molasse. Le grand Favre, il était assis là, adossé à cette molasse. Il n'avait pas dû tomber assis, car ses cheveux et sa barbe étaient encore mouillés. Il avait dû tomber de tout son long, puis il avait eu la force de se relever. Il avait eu encore la force de s'asseoir, espérant peut-être échapper ainsi à la mort, espérant peut-être que le secours viendrait, appelant sans doute, ainsi adossé, la tête renversée en arrière contre la pierre. Il crie, et il n'y a personne. Il n'y a que la forêt vide. Et de l'autre côté, là-bas, il n'y a que les grands champs vides. Il appelle, et il n'y a que ce grand ciel rond et gris d'où descend seulement le froid et une triste, terne lumière. Il appelle, et sa voix faiblit parce que le froid gagne vers le cœur. Pourtant il appelle avec sa faible voix. Il essaye de se relever, il retombe, il ouvre la bouche, et dans sa bouche il n'y a plus de son, elle s'ouvre et se tord à vide. À présent, ses mains seulement bougent, se déchirant les ongles à la pierre, et puis dans ses épaules, il y a un frisson qui passe, tandis que le grand ciel est vide, et seulement là-haut tournent quelques corbeaux. Ils trouvèrent le grand Favre, la bouche grande ouverte, les yeux ouverts tout grands. On voyait le jour à travers sa figure, tellement tout son corps était privé de son.